La prise de conscience de à quoi il faut faire attention, quelles sont nos priorités. Quand on dépense, on dépense, on dit voilà, on vit qu'une fois. Contre ça, je réplique toujours, non, on ne meurt qu'une fois et on vit tous les jours. Les gens sont accros des crédits en Israël, c'est vraiment... vrai. Donc les gens ils prennent parce que voilà, je peux partir et là, allez, je vais me faire un kiff. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Contre toute attente, cette année post-Corona, même Corona, a été une année record pour les ventes en matière d'immobilier. Ça paraît complètement surprenant et pourtant c'est une réalité. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Shlomo El-Maleh, qui ici, il est ingénieur dans la vie, dans le domaine de la défense. Il est devenu, par amour pour ce métier et pour aider surtout les autres, conseiller en crédit immobilier et spécialiste du budget familial. Shlomo El-Maleh, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que, en fait, il y a 3 ans, vous avez vu, on va dire, des proches à vous, avec des salaires de professeurs tout à fait normal, on va dire, un salaire tout à fait moyen, commencer à faire des affaires, acheter des appartements, faire des économies, etc. Et ça vous a laissé un petit peu pantois, on va dire. Vous vous êtes dit, mais comment fait-il ? Ouais, absolument. Alors, ça m'a laissé très très perplexe. Je me suis dit, il y a un truc. Si c'est pas les parents qui sont là pour aider, Ouais. non, c'est pas les parents. Donc avec des salaires de profs tout à fait raisonnables, corrects. Mais bon, comment est-ce qu'on peut arriver à investir ? C'était pour moi réservé à la classe supérieure. Et ça m'a très intéressé. Et comme c'était le prof de mon fils aîné, je lui ai dit, je vais lui poser la question. Quel est ton secret ? Et il m'expliquait en fait, il fait partie d'un programme, il est mentor d'un programme financier qui apprend aux familles à gérer leur budget, sortir des difficultés financières pour ceux qui ont besoin et aussi à voir au-delà et comprendre comment est-ce qu'on gère des priorités d'un budget familial. Alors, c'est vrai qu'en Israël, souvent, les familles sont en mode survie. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont au bout du rouleau, mais disons que c'est très tendu, quoi. On attend vivement le début du mois pour encaisser son salaire et se remettre à flot et recommencer. Alors, on fait pas des dépenses exceptionnelles. S'il y a un pan de chair, c'est la catastrophe. C'est ce qu'on appelle la gestion en mode survie. Vous aussi, vous étiez dans cette... On était la tête au-dessus de l'eau. Voilà, c'est ça. Mais bon. Mais ça n'allait pas au-delà. Ça manquait de programmation à long terme. Ça manquait de souffle. Ouais. Une donnée importante en Israël, le pourcentage de foyers qui sont en déficit de façon chronique, il est entre 60 et 70%. Donc 70% des foyers israéliens vivent en dessous, au-dessus, au-dessus qu'ils gagnent, au-dessus de leurs moyens. Donc ils sont en minus, comme on dit ici, tout le mois, pratiquement. Ok, donc vous avez décidé de vous former au budget familial, vous avez appris plein de choses apparemment. C'est une formation où on revoit ses dépenses, on apprend à se fixer des objectifs, c'est ça ? Oui, à long terme. Déjà, comprendre c'est quoi nos vraies dépenses qui sont déjà prévisibles. Bar mitzvah, bat mitzvah, anniversaire, vacances. C'est pas une surprise, ça arrive tous les ans, ça arrive, c'est des dates prévues à l'avance. Mais les gens préfèrent être en mode survie, de savoir quel est le prochain pas. Les prochains mois, la fin du mois, c'est tout ce que... Vous m'avez fait rire tout à l'heure, vous m'avez dit en préparant l'émission, les gens ont peur d'affronter leur compte en banque. Ça veut dire quoi ? Les gens ont peur de voir quelle est leur situation financière. Si on n'a pas ce concept plus ou moins ce qu'on en est, mais on n'ose pas y toucher. C'est-à-dire qu'on regarde juste le solde. On ne regarde même pas. En général, regarde pas ce qu'il y a dedans. Les gens regardent le téléphone, ils voient c'est un coup de téléphone de la banque, ils ne veulent même pas répondre. Il y a une peur, une tension quand d'approcher la banque. En même temps, ça se comprend parce que si on n'a pas d'argent à mettre sur son compte, on sait déjà qu'on est en débit, c'est un problème. Oui, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait la fête, mais la fête va s'arrêter à un moment donné. La banque, elle est bien nous prêter de l'argent, mais à un moment donné, ça doit bien mettre un meilleur terme à tout ça. Et en général, c'est bien trop tard ou c'est que la situation est déjà bien grave et qu'après les efforts nécessaires pour se remettre sur pied, ils sont assez douloureux. Ça vous a aidé ? Personnellement, ça a changé votre perspective, votre façon de vivre. Au niveau de la conscience, la prise de conscience de à quoi il faut faire attention, quelles sont nos priorités. Quand on dépense, on dit voilà, on vit qu'une fois. C'est une phrase c'est vrai. Alors, on dit souvent ça. Contre ça, je réplique toujours non, on ne meurt qu'une fois et on vit tous les jours. Ah, c'est pas mal. Donc ça, il faut prendre ça parce que les gens, allez. Les gens voient, les gens ils partent en vacances, des voitures, les voisins achètent des voitures tout le temps, on change les meubles, tout ça. Voilà. Moi aussi, j'ai le droit. Moi aussi, je dois avoir mes vacances, une Jeep. Et je dois avoir... Donc les gens en Israël sont mesurés à combien d'argent ils dépensent
Ouais, ils vivent à crédit, beaucoup à crédit. Ils sont accros des crédits en Israël. C'est vraiment une facilité incroyable de prendre des crédits en 8 secondes sans aucune garantie, sans aucune vérification. Donc les gens ils prennent parce que voilà, je peux partir à Eilat, allez, je vais me faire un kiff, je pars à Eilat, les vacances exorbitantes. Bon, j'ai fait un prêt. On verra, après on verra. Donc pour vous, il faut planifier. Obligatoire. On planifie ses vacances, on planifie, je sais pas moi, le changement d'appartement à très long terme, on planifie des vacances, on planifie tout. Même les imprévisibles. On planifie l'imprévu. On a toujours comme ça de mettre de côté parce que les imprévisibles arrivent toujours. Donc voilà, on sait qu'on a toujours en période d'été, il y a les mariages, des bar mitzvahs, des amis, on a des invitations. Donc on sait à l'avance se dire voilà, je vais avoir un petit budget comme ça de côté pour les faux frais ou si voilà, avec la voiture, une machine à laver qui saute, je sais pas quoi. Il y a toujours comme ça, une fois par an, on a toujours un petit rappel. Imprévu. Ouais. Donc il faut savoir de se prévoir à l'avance, prévoir les imprévus. Bon, alors vous avez, appris beaucoup. Vous avez été en contact avec de nombreuses personnes aussi. Vous êtes rentré dans un espèce de groupement qui s'appelle Etanim. Et vous avez constaté que dans ce fameux budget familial, la dépense la plus importante, eh bien, c'était le crédit immobilier. Ouais, ce qu'on appelle la mashkenta en hébreu. Oui, c'est une dépense qu'il faut savoir aussi apprendre, comprendre. Et s'il faut la renégocier et l'attaquer de façon a priori correctement, je ne peux pas comprendre un budget ou conseiller sur un budget, comment gérer un budget sans regarder cette dépense qui est la plus grosse dépense que les gens traînent avec eux pendant 30 ans presque. Donc vous avez décidé de vous former en fait, c'est ça ? Une formation. On ne va pas faire ça par 2-3 films sur Internet. Alors voilà, il faut une vraie formation pour pouvoir donner un conseil. Parce que au bout du compte, les gens, je les conseille. S'ils me font confiance et qu'ils écoutent mes conseils, ils vont après être mariés avec leur mashkenta et si je ne veux pas les mettre en danger, non, bien sûr. Moi aussi je veux dormir tranquillement le soir. Bien sûr, mais c'est très intéressant parce que vous êtes un ingénieur, on l'a dit, dans le domaine de la défense, donc vous avez fait ça pendant 30 ans et puis là c'est vraiment parti d'un sentiment d'aider aussi les autres à acquérir le bien de leur vie, à devenir propriétaire en Israël. Il y a aussi un côté sioniste derrière tout ça, évidemment. Ouais. Mais la défense est très sioniste, donc je continue à travailler à mi-temps, toujours là où je suis dans le domaine de la défense, le problème militaire. Mais je vois qu'en voyant mon propre cas, où il faut que les gens puissent après transmettre aussi à leurs enfants une façon correcte de gérer leur avenir financier au niveau des valeurs, parce qu'un foyer après qui rentre dans des problèmes financiers, c'est très compliqué. C'est compliqué, c'est du shalom bayit, c'est des tensions. Et moi, toutes les compréhensions, tout ce que j'ai réussi à comprendre au travers de ces formations-là, je dis, il faut faire les choses bien dès le premier pas, avant même de commencer la vie active, de faire les choses comme il faut. Alors, vous conseillez de nombreuses familles depuis 2 ans. Alors, par quoi vous commencez pour justement les aider à acheter leur premier appartement, voire leur deuxième appartement ? Je sais que vous avez aidé de nombreux nouveaux immigrants. C'est quoi ? On fait la photo du budget familial, on regarde le potentiel. Rentrer dans les détails. Alors, tous les conseillers en immobilier ne le font pas, mais vous le faites. C'est très délicat, parce qu'en général, ça soulève beaucoup de tensions. Ouais. Pourquoi tu as dépensé ça ? C'est quoi cette dépense-là ? D'où ça sort ? Tu ne m'as pas dit. Donc, il faut savoir être aussi très, très... Comment vous faites ? Vous prenez tous les documents, les relevés de banque, vous parlez avec vous asseyez avec le couple, faites comment ? Ça fait partie, Première étape, c'est réunion à 3. Okay. Le mari, la femme... pour prendre la température. Non, déjà pour comprendre où est-ce qu'ils en sont. Eux doivent parler. D'ailleurs, ça me permet de comprendre ce qu'ils maîtrisent, ce qu'ils savent où ils en sont. Ah. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi leur rentrée, ils ne savent pas combien ils gagnent, ils ne savent pas combien ils dépensent, ils ne savent pas où ils en sont au niveau bancaire. Donc déjà, on comprend où est-ce qu'ils en sont. Après, on les envoie faire des devoirs, de vérifier s'ils doivent m'amener des documents. Ça, c'est des documents qu'eux seuls ont accès. Donc, ça leur permet déjà de franchir la barrière psychologique, d'affronter encore une fois leur compte en banque et leurs dépenses. Et c'est de mettre les cartes sur table, voir où est-ce qu'ils en sont. Et là, les chiffres ne peuvent pas mentir. Eux, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, vivre dans l'imaginaire, mais chiffres à l'appui, on comprend où est-ce qu'ils en sont. Ça leur évite d'être retoqués par la banque si le dossier est mal monté. Parfois, on va et on se dit, je gagne tant. Et puis, on ne compte pas les impôts. Ou alors, on ne compte pas, on compte pas le bitoire Lomi. Et puis, finalement, on se rend compte que le budget est beaucoup moins important que ce qu'annoncé. Et donc, la banque refuse. Et très souvent, les gens, ils s'imaginent qu'ils ont vu un appartement ou une pub ou peu importe, il va se prendre leur rêve. Donc, ils sont tombés amoureux d'un appartement, ils sont persuadés qu'ils peuvent se le payer. Et qu'ils feront tout pour y arriver.
Et très souvent, ils sont même prêts à demander aux parents, aux grands-parents, à la tante, à leurs voisins d'aider parce que cet appartement, c'est le leur. Ça, ils se voient déjà dans le salon, pieds sur la table ou sur la terrasse. Donc, il faut les prendre, écouter, beaucoup de patience et expliquer que voilà. Alors après ça, vous leur dites combien ils peuvent emprunter ? Ouais. Alors déjà, il y a des chiffres très clairs que la Banque d'Israël oblige, comme étant des limites que la banque me donne pour quel est le budget qu'ils peuvent avoir, combien ils peuvent se permettre de rembourser par mois en fonction de leur entrée et de leurs dépenses. Donc il y a beaucoup de choses qui sont des contraintes, on va dire. Des contraintes, il faut qu'ils ne le connaissent pas. Je pense que je peux prendre un crédit à 8 millions et puis on s'arrangera. Et puis, tout je pense que... Ça peut exagérer, mais bon. On comprend quelles sont les limites. Quelles sont les limites. Une fois qu'on comprend les limites, ça recadre après vers quoi chercher. Parce que les gens font souvent la démarche inverse. Ils cherchent les maisons de leurs rêves. Et voilà, j'ai trouvé. Maintenant, il me dit voilà, c'est ton problème. Trouve-nous comment payer. Alors, il faut faire marcher. Il faut faire l'inverse. Alors, j'imagine que vous parlez aussi du type de crédit. Quel genre de crédit, quelle décomposition du crédit on peut prendre. Vous analysez si c'est prime, si c'est indexé sur le dollar, indexé sur le shekel. Vous leur donnez toutes sortes de trucs. Vous leur expliquez tout simplement les choses. Si c'est à long terme, à court terme, taux fixe ou pas. Voilà, ce qu'on peut les formules de prêt, donc les masoulim, comme on disait en hébreu. En France, le système est très différent, donc les gens sont très déboussolés quand ils arrivent en Israël, ils ne comprennent pas du tout les Olim Khadashim, même les Israéliens, en général, ils ont... c'est compliqué. Par quelques émissions à la radio, à la télé ou dans les journaux, mais ils n'ont pas vraiment une vraie connaissance de ce que c'est, quels sont les avantages, les inconvénients de chaque formule de prêt, quelles sont les conséquences de prendre telle formule, telle somme, telle période. Donc, en général, ils font confiance au banquier qui leur a dit voilà, prenez ça. En général, il y a une formule toute prête, un tiers de. Et c'est oublier que la banque voit d'abord son intérêt. Oui, une banque, finalement, c'est un magasin qui vend de l'argent. Donc, il fait des profits énormes sur le domaine de la mashkanta. Donc, faire confiance à la banque, Parfois, on se dit, on va pas prendre, on n'a déjà pas beaucoup d'argent, on va pas prendre en plus un conseiller en crédit immobilier. Qu'est-ce qu'on va y gagner ? Bon, il va nous aider un petit peu, et puis voilà. Mais c'est un mauvais calcul finalement. C'est un investissement, c'est pas un achat. Un achat, c'est une dépense qui revient pas. D'accord. Là, c'est un investissement. On paye quelqu'un, un conseiller, pour qu'il nous explique comment ça fonctionne. Optimiser l'argent et comment dépenser de façon intelligente. Alors, pour ceux qui ont beaucoup d'argent, qui veulent acheter un deuxième bien, voire hypothéquer le premier pour le mettre en garantie du deuxième, est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est possible ? Je sais que ça a fait beaucoup couler d'encre ces derniers temps. Oui, ça marche maintenant. Ça a fait un scandale. C'est pas encore officiellement. C'est ce que la Banque d'Israël a lancé comme appel, à vouloir annuler la possibilité d'hypothéquer un bien existant pour recevoir une somme d'argent qui permettrait d'investir pour acheter un autre appartement, d'avoir ce qui crée mon apport initial ou compléter mon apport initial. Maintenant, ça se fait beaucoup. Ceux qui ont un appartement où il y a une mashkenta très basse ou pas du tout, c'est de l'argent qui dort dans les murs. Un appartement déjà payé, voilà, tout simplement. Donc, c'est une erreur. Les gens pensent que le but ultime dans la vie, c'est d'arriver à ce que le mashkenta soit fini sur l'appartement. C'est une grosse erreur. Au contraire, ceux qui peuvent, il faut toujours avoir une mashkenta sur un appartement. C'est-à-dire qu'ils peuvent investir et assurer son avenir financier, avoir des biens qui lui permettent de ne pas être dépendant de n'importe quel... Alors, la Banque d'Israël, qu'est-ce qu'elle a statué concernant cette façon de faire ? C'est pas encore officiel, ça va être accepté. En général, le processus, il est pas, on va dire, c'est pas une... Je dis, faites-le. Ils envoient, c'est une sorte d'un papier qu'ils envoient aux différentes banques pour comprendre, avoir traité le sujet, vraiment soulever le sujet, une discussion avec les banques. Et après, ils décident. Mais au moins, il y a une sorte de discussion qui se crée, une conversation qui s'établit avec les banques. Maintenant, c'est très embêtant parce que le but, c'était de quoi ? D'essayer d'éloigner un peu les investisseurs. Dans le but de... Ça veut dire de ne plus donner la possibilité aux gens qui ont déjà un bien de le mettre en garantie pour en acheter un deuxième. Ça ne va plus être possible ? Non seulement ça, mais comme c'est de façon totale, à savoir que même les gens qui veulent vendre pour acheter notre appartement, pas un investisseur, qui veut changer d'appartement. Tout simplement, résidence principale. Ouais. Maintenant, en général, ce qui se passe, j'ai trouvé mon appartement là où je veux habiter, j'ai pas encore vendu le mien, alors on fait ce processus-là. Pour avoir l'argent nécessaire, j'hypothèque mon premier bien pour avoir mon apport initial. Sur le second, je prends une mashkenta, et quand j'ai vendu le premier, je le rembourserai.
Et même ça rentre dans le cadre de cette... Ils ne veulent plus que ça fonctionne comme ça. Donc les gens ça, c'est un gros problème. C'est un très gros problème. Ouais. Mais c'est pour ça que ça fait scandale. Si j'ai un conseil à donner là, à ceux qui nous écoutent, ceux qui sont dans ce programme-là, de se dépêcher de sortir au moins ce qu'on appelle un Ishur Ekroni, un papier qui est du début du processus pour une mashkenta, parce que ça en moins, ça sera déjà plus facile à convaincre les banques de continuer. Parce que si du jour au lendemain la banque décide que ça y est, ça rentre en vigueur et on peut plus, on pourra plus vendre sa résidence principale pour s'en acheter une deuxième. Il faudra d'abord la vendre. Ouais, c'est ça. Utiliser l'argent, mais avoir l'argent entre les mains. Mais faire ce processus-là qui donne une certaine souplesse dans le. Ce sera plus possible. Bon, alors on a parlé de ceux qui ont beaucoup de sous. Est-ce que ceux qui ont moins d'argent, qui ont des problèmes, par exemple, qui ont eu des problèmes de gestion, qui ont eu des chèques rejetés, qui ont eu des ikulim sur le compte, des saisies sur compte parce qu'ils ont oublié de payer leur bitoire Leumi ou parce qu'ils ont eu un rappel d'impôt qui n'ont pas été capables de payer, comme ça arrive très souvent en Israël, je pense aux indépendants. Voilà, et puis donc tout ça, ça dénote dans le dossier bancaire. Est-ce que ceux-là aussi, vous les aidez à, on va dire, écrire un scénario acceptable pour les banques et à pouvoir devenir emprunteurs? Oui, alors, il y a beaucoup de différenciation dans les cas. Il y a des gens qui sont irresponsables. Ça, on voit tout de suite leur dossier bancaire qui maintenant... Irresponsable, ça veut dire quoi pour vous? C'est-à-dire que des gens qui ont pris des prêts à tour de bras, qui ont des retards de paiement chroniques. Ça se voit maintenant, depuis 1 an et demi, la Banque d'Israël a rendu tout les données bancaires, l'historique bancaire ouvert à tous. Les banques, comme condition avant de donner une mashkenta, demandent à ce que le couple fournisse ce document-là qui fait tout l'historique 10 ans en arrière de l'historique bancaire. On voit où c'est vert ou c'est rouge. Donc, sur base de ça, on voit est-ce que c'était vraiment exceptionnel. Vous arrivez à dépatouiller des dossiers rouges et les rendre acceptables? Ça dépend. Si c'est des gens, on voit qui se comportent de façon irresponsable, qui ne savent pas gérer, qui dépensent et qui vivent comme ça au petit bonheur la chance, alors ça sera dur de leur obtenir un dossier. Donc, ce qu'on fait, c'est une remise sur pied. Arrêter l'hémorragie, comprendre. Et là, c'est le cas du budget familial qui rentre maintenant dans le... Donc, c'est une chance d'avoir la double casquette. En général, très souvent, un conseiller en crédit immobilier, il est aussi conseiller en budget familial parce que finalement, l'un dépend de l'autre. Et des gens se retrouvent souvent qui ont pas payé parce qu'ils avaient eu un retard, la carte bancaire n'était pas réactualisée, c'est au rat de Keva. Donc ça arrive. Maintenant, c'est aussi marqué. Donc on peut pas mettre au même niveau quelqu'un qui a, par une erreur, mettons exceptionnelle, n'a pas payé sa marnona ou je sais pas quoi, ou son électricité, quelqu'un qui mois après mois ne rembourse pas rien du tout. Oui, donc là c'est pas la même chose. On s'est expliqué, on s'est présenté à la banque, et même si j'ai présenté à la banque de façon un petit peu péjorative, on travaille avec la banque de façon voilà, c'est le dossier, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Voilà, je sais présenter pour que ça passe. La banque, elle veut vendre de l'argent. Bien sûr, elle veut avoir ses garanties. Bien sûr. Ok, alors si on a envie de passer par vous pour même une consultation, pour voir si vous pouvez aider peut-être une famille, un couple, à devenir propriétaire, on fait comment pour vous contacter? Je peux laisser mes coordonnées après. Oui. On va les mettre sous la vidéo. D'accord. Donc, on s'est contacté par un téléphone. J'ai sur Facebook une page professionnelle sur Facebook. Qui s'appelle? C'est Shlomo El Maliar. Ok. Ok, on va vous taguer, pas de problème. Contacter, téléphone, par mail. En général, ce qu'on fait, première étape, c'est de comprendre déjà ce que la personne veut, où est-ce qu'elle en est. Et après, si on vous accompagnez, bien sûr, jusqu'à la concrétisation de l'achat. Jusqu'à la banque, la signature, et même au-delà, très souvent, surtout pour l'Olim Khadashim qui ont le problème de la langue, il y a aussi signer à la banque, c'est pas la fin du dossier. Après, il y a beaucoup de choses à finir. Si c'est l'expertise de l'appartement, c'est les assurances, il y a beaucoup encore de démarches à faire jusqu'à ce que l'argent arrive dans le compte. Et très souvent, les gens ne connaissent pas ce domaine-là. Ils ont besoin de suivi, de les prendre main dans la main et d'aller avec eux pas après pas. Si une semaine, il y a un bug, par exemple, dans le budget d'un ménage, entre la mashkenta, les impôts et, je vais dire, je sais pas moi, l'école du petit dernier, qu'est-ce qu'il faut payer en priorité? Le mot exact, c'est la priorité.
Il y a différentes possibilités. La Mashkenta, depuis la crise de la Corona, les banques ont autorisé à geler les remboursements. Ça va reporter pour une certaine période pour permettre aux gens qui se retrouvent sans travail ou avec des revenus diminués de respirer un peu. Donc ça, c'est une possibilité. Donc il faut faire attention parce que la fête finit à un moment donné. On ne peut pas geler et c'est plus Mashkenta. C'est reporté. Donc pendant ce temps-là, il faut savoir se remettre sur pied. Encore une fois, non, mais quand c'est pas reporté, quand il faut choisir, c'est un mois compliqué, on paye quoi en premier? On paye sa Mashkenta? La Mashkenta, elle tombe de toute façon. Oui. On tient pas l'argent dans la main. C'est Horat Keva, ça tombe. Retraite, c'est débité tous les mois automatiquement. Donc, ceux qu'on peut contrôler comme dépenses, c'est ceux qu'il faut revoir ses priorités. C'est pour ça qu'un budget familial, c'est le reflet de nos valeurs et de nos priorités. Ok, en tout cas, merci beaucoup Shlomo El-Mali d'avoir été avec nous aujourd'hui. El-Maliar sur Facebook. On était ravis. Voilà, merci on vous souhaite bonne chance. On espère que vous allez avoir plein de clients. Voilà, en tout cas, c'est assez original. Voilà, quand on a votre parcours de se consacrer à ça aujourd'hui. Bravo à vous. À très bientôt. Merci. De rien. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.